On va parler aujourd'hui des compléments alimentaires. Alors, comment juger de leur qualité et comment bien les choisir? J'ai déjà commencé à discuter avec certaines d'entre vous hier sur le sujet. Et effectivement, énormément de praticiens, mais aussi de personnes du grand public se posent des questions devant la pléthore d'offres qu'il y a sur le marché des compléments alimentaires. Juste avant de commencer, le marché des compléments alimentaires, il a plus que doublé en 10 ans. On parle d'un marché maintenant qui fait plus de 2 milliards d'euros, rien que le marché français. Et ça attire, malheureusement, comme tout effet de mode, beaucoup de gens qui sont moins bien intentionnés et qui ne visent pas la santé, mais la santé de leur portefeuille. Et donc, on va essayer aujourd'hui, modestement, de vous donner des clés de compréhension de ce qu'est un bon complément alimentaire et comment avoir quelques outils pour juger de la pertinence ou au moins se rapprocher d'un début de réponse au niveau de ses efficacités. Alors on va commencer. Alors on est très nombreux, je pense qu'on va procéder par applaudissement aujourd'hui. Typiquement, les compléments alimentaires, ils vont se situer au niveau de la réglementation. Il y a deux grosses catégories. Les aliments d'une part, les carottes, navets, ce que vous pouvez trouver au supermarché ou dans votre boutique bio. Globalement, au niveau réglementaire, on ne demande pas forcément grand-chose. Il faut juste que ça soit microbiologiquement propre. Et normalement, il y a aussi une petite réglementation sur tout ce qui est contaminant. On le voit en ce moment, malheureusement, avec le lait infantile, nous avons des soucis pour assurer une traçabilité complète des chaînes. Et de l'autre côté, vous avez des médicaments beaucoup plus, on va dire, stricts en termes de réglementation. Et à votre avis, donc, ceux qui vont applaudir, est-ce que vous pensez que le complément alimentaire est au niveau de l'aliment? Si vous le pensez, vous applaudissez. Et qui pense que le complément alimentaire est plutôt lié aux médicaments? Oui, globalement, vous êtes dans le vrai. Le complément alimentaire est assimilé au niveau des autorités françaises et européennes à un simple aliment, comme une carotte, un navet, sauf qu'on va lui demander beaucoup plus de contraintes qui le rapprochent des médicaments. D'autant plus que sur certaines formes galéniques, un comprimé, une gélule, on peut la retrouver aussi dans les médicaments et aussi dans les compléments alimentaires. Et certaines entreprises du complément alimentaire développent des produits plus comme des médicaments naturels, un terme péjoratif en Europe, mais par exemple au Canada, vous avez une réglementation spécifique. Le complément alimentaire est un produit de santé naturelle. Et donc on peut alléguer plus facilement des choses sur la santé, sur ces compléments, ce qui est interdit en Europe. Alors les définitions strictes d'un complément alimentaire, au vu de la réglementation, ça complète le régime alimentaire normal. Ça ne va pas remplacer une alimentation équilibrée et variée. On n'est pas encore à l'ère de prendre son repas sous forme de pilule exclusivement. Ça doit être une source concentrée de nutriments ou d'actifs. Et donc, typiquement, ça doit apporter des vitamines, des minéraux, quand on parle de nutriments, ou des actifs, par exemple, des extraits végétaux, des extraits marins, ou des extraits d'algues. Et pour cela, il existe une liste positive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout utiliser. Et cette liste positive va typiquement lister les minéraux qui sont autorisés et leur forme. Et donc c'est pour ça, des fois, je suis interrogé par des personnes, pourquoi vous n'utilisez pas cette forme précise de minéraux? Tout simplement parce qu'elle n'est pas autorisée en Europe. Ensuite, l'avantage du complément alimentaire, c'est que ça apporte de façon homogène cette quantité de nutriments, et donc ça va être reproductible également. Quand vous allez acheter des fruits et des légumes, selon la saison, selon l'origine géographique de vos légumes ou de vos fruits, vous allez avoir des concentrations en vitamines et en minéraux qui peuvent varier très fortement. Et donc, on n'est pas forcément assuré dans l'alimentation, même équilibrée, d'y retrouver son compte en termes de minéraux et de vitamines. Alors que dans un complément, vous savez que vous allez prendre tant de milligrammes de vitamine C, par exemple, et ça tout au long de la cure. Et enfin, ce qui me paraît logique, mais qui n'est pas forcément pour certains, c'est de garantir la sécurité du consommateur. Ça, c'est une exigence de la réglementation. Bizarrement, on ne demande pas à McDo de garantir la sécurité du consommateur, sachant que la malbouffe entraîne généralement plein de problèmes de santé. Et ce qui n'apparaît nulle part dans la réglementation, et ça me choque personnellement,
c'est de proposer des produits efficaces. Et ça passe par la réalisation d'études cliniques. Nulle part, les autorités considèrent que c'est de l'aliment, et donc ça ne doit pas avoir forcément un effet. Or, les gens recherchent des solutions de santé, et donc on est sur ces problématiques-là. Il faut bien comprendre qu'un complément alimentaire, ce n'est pas un médicament, même si, on va dire en pratique, certains compléments peuvent avoir une efficacité qui se rapproche de celle de certains médicaments. Ça, ce sont donc les premiers principes préliminaires. Je voulais vous parler aussi de la fabrication des compléments alimentaires. C'est très important. Certains s'imaginent que tout le monde travaille de façon artisanale, ce qui est loin d'être la vérité. Globalement, vous avez 3 catégories de façons de procéder quand vous voulez mettre sur le marché des compléments alimentaires. Certains vont directement s'adresser à des industriels qu'on appelle des façonniers, qui fabriquent les compléments. Et juste, voilà, je démarre une gamme. J'ai vu à la télévision des gens qui font fortune dans le complément alimentaire, je vais faire la même chose. Eh bien, je vais aller voir ce façonnier, je vais lui dire, pour, on va dire, 2 € de prix de revient industriel, tu vas me faire une formule qui va agir dans le domaine de l'os. Et le façonnier va donc sourcer les ingrédients, les acheter, les mettre en œuvre dans une formule et va livrer un produit fini avec juste l'étiquette de la personne qui lance un nouveau laboratoire, ce qu'on appelle les achats sur étagère. Et la personne va acheter 2 €, va revendre 10, 15 € au grand public. Pour la personne qui procède de cette façon-là, ben, vous avez une facilité, parce que vous ne faites pas de R&D, de recherche et développement. Vous n'allez pas vous prendre la tête sur des aspects réglementaires au niveau de la déclaration de votre produit auprès des autorités, et vous gagnez beaucoup de temps, et donc beaucoup d'argent. La problématique dans ce cadre-là, vous l'avez peut-être compris, c'est que vous ne maîtrisez absolument rien de ce qu'il y a dans le produit que vous avez proposé à vos clients. Parce que c'est le façonnier qui fait tout, et vous verrez, il y a certaines personnes même qui ne savent même pas, qui n'ont jamais vu une matière première de ce qu'ils vendent sur le marché. Et donc, en cas de problème, vous n'avez aucune maîtrise sur le produit, parce que typiquement, c'est le façonnier qui peut vous faire tout ce qu'il veut sur vos produits. La deuxième façon de procéder, c'est donc toujours avec des façonniers qui proposent des prestations dites full service, c'est que vous allez voir un façonnier, mais vous dites « j'ai vu des choses intéressantes, telle ou telle plante, est-ce que vous pouvez me faire une formule à partir de ça ?» Donc vous pouvez plus facilement personnaliser votre formule. Vous allez toujours être dans les mains de votre façonnier parce que c'est lui qui va sourcer, acheter les matières pour votre compte et qui va procéder à la fabrication du complément. Ça reste peu innovant parce que plein de laboratoires peuvent avoir accès à ces formules, par exemple, et vous ne maîtrisez toujours pas votre matière première. Et enfin, vous avez d'autres laboratoires qui veulent maîtriser de A à Z leur formulation, c'est-à-dire qu'ils vont, contrairement aux 2 autres, ils vont faire le sourcing de leur matière première, ils vont des fois développer des ingrédients particuliers pour obtenir des formules uniques, et donc ils maîtrisent complètement leur chaîne. Il n'y a pas de risque de substitution de matière par une autre, parce que c'est ce qui se passe généralement dans les 2 premières. Un façonnier, il va aller acheter des matières premières, et bien évidemment, lui, l'objectif, c'est de faire un maximum de marge. Et donc, du coup, de proposer des matières qui sont les moins chères à l'achat. Et c'est pour ça que des fois, moi, j'ai vu, en discutant avec certains laboratoires, des patrons qui pestaient parce que le façonnier avait, sans les prévenir, changé la provenance d'un des ingrédients. Et notamment, ça venait de Chine, donc c'était moins cher, mais sauf qu'en termes d'efficacité, les clients se plaignaient auprès de ce dirigeant d'entreprise parce que le produit était devenu subitement beaucoup moins efficace. Dans le 3e point, la problématique de tout maîtriser de A à Z, c'est que c'est vous qui faites tout le travail du façonnier. Donc vous allez avoir énormément de temps passé à essayer d'acheter les matières, faire par exemple des extractions, et également vous allez avoir des temps de développement qui sont beaucoup plus longs parce que on est sur quelque chose, on va dire, de très artisanal dans le sens noble du terme. Et par applaudissement, qui pense que la majorité des compléments alimentaires sont faits selon la formule 1 ?
qui pense que les prestations full service représentent la majorité des compléments qui sont disponibles sur le marché? On est plutôt à 50-50. Et qui pense que la majorité des formulations sont faites selon la maîtrise de A à Z de la chaîne? Bon. Ah, une personne. C'est bien. Effectivement, nous ne sommes pas nombreux à procéder de la façon numéro 3, de maîtriser tout de A à Z. Pourtant, c'est la plus facile en termes de traçabilité, de maîtrise d'un risque quelconque. On n'a pas de risque de substitution d'une matière par une autre, par exemple, sauf que, vous l'avez compris, ça prend du temps, c'est très coûteux parce que vous faites vous-même les analyses et autres, mais l'avantage, c'est que vous avez un produit qui est sûr et qui va pouvoir répondre de façon ultra spécifique à un besoin, notamment de personnes qui recherchent des solutions de santé. Quand on parle de santé, souvent, les gens me demandent « mais pourquoi vous ne dites pas clairement sur votre communication ou même sur des catalogues que tel produit de votre gamme permet d'avoir tel résultat ?» Eh bien, en Europe, on est contraint, même castré, disons-le en termes de communication, par ce qu'on appelle les allégations de santé. Les allégations de santé, vous en avez, je pense, entendu parler à peu près toutes et tous, ou au moins vu sur certains documents, la vitamine C contribue à réduire la fatigue, par exemple, ça c'est une allégation de santé, mais on ne peut pas tout dire sur un complément alimentaire, même si ce complément alimentaire a des efficacités certaines et démontrées. Les allégations de santé, qu'est-ce que c'est? Ça s'applique à la publicité, mais aussi à l'étiquetage du complément alimentaire ou à tout support de communication, des réseaux sociaux, par exemple. Alors, on voit en ce moment des influenceurs, influenceuses qui, bon, par arriver, elles sont payées pour ça, mettent en avant tel ou tel produit, ils disent « Ah, c'est merveilleux, ça rajeunit la peau, ça me fait aller mieux ». On est dans les allégations de santé pure et dure, ça peut être répréhensible. Ces allégations de santé, c'est tout message, toute image, toute représentation, quelle qu'elle soit, qui, et surtout c'est ça qui est important, qui va affirmer, mais aussi suggérer qu'un complément alimentaire ou une denrée alimentaire possède des caractéristiques spécifiques. C'est-à-dire que je prends une personne âgée avec un bras dans le plâtre, je mets sur la diapo suivante cette même personne sans son plâtre avec un produit, je vous suggère que ce produit a un effet bénéfique très important pour réparer les fractures. Là, je suis dans l'illégalité la plus complète. Et malheureusement, on voit énormément de ce type de communication visuelle, émotionnelle ou autre, qui va suggérer que ma denrée alimentaire a un effet sur votre santé. On est dans les problématiques d'allégation de santé. Ça concerne le consommateur, mais pas seulement, également les professionnels et surtout les praticiens de santé. Et ça a changé récemment au niveau de la jurisprudence européenne, parce qu'un jour, un médecin, tenez-vous bien, un médecin allemand écrit un courrier personnel à ses confrères allemands sur les bénéfices, avec des sources scientifiques, de la vitamine D sur la santé. Et comme par hasard, cette lettre personnelle s'est retrouvée devant un tribunal allemand. Le tribunal allemand dit « moi je ne suis pas compétent », ça part à la Cour européenne de justice. Et la Cour européenne de justice, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, même si le praticien de santé ou le médecin est une personne plus avertie que la moyenne, elle peut, malgré elle, se faire embobiner par des sources erronées ou un discours trop orienté marketing de certains laboratoires. Et donc, du coup, l'Europe considère que le médecin ou le praticien de santé au sens large n'est pas plus averti qu'un consommateur moyen. Ça a provoqué un tollé, parce que nous on travaille beaucoup avec les praticiens de santé, quand on leur a dit ça, ils étaient vent debout. C'est un peu renier l'expérience, les acquis et également les années passées à étudier le corps humain et également tout ce qui peut être fonctionnement métabolique de l'organisme. Mais c'est le raisonnement de l'Europe. En gros, l'Europe, je discutais avec une avocate lobbyiste qui est souvent à Bruxelles, elle me disait les autorités européennes considèrent que les gens sont des majeurs sous tutelle. Alors, quand vous avez entendu ça, vous comprenez toutes les contraintes que l'on a. Ils nous prennent par la main pour faire plein de choses, à croire qu'on est lobotomisés tous autant que nous sommes. Ce qui est
Heureusement, au vu des gens qui sont là présents aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, ces allégations de santé, elles sont portées par les ingrédients. Je ne peux pas dire le produit X ou Y va contribuer à réduire la fatigue. C'est la vitamine C contenue dans mon produit qui contribue à réduire la fatigue. Ça concerne aussi les marques, c'est-à-dire que certaines marques, à l'origine, eh ben, vous aviez des mots qui rappelaient des pathologies, par exemple. Ben, ça, c'est interdit. Il ne faut pas faire de référence à la maladie. La maladie, c'est la chasse gardée de l'industrie pharmaceutique. Même si vous avez un très bon complément alimentaire, on le verra tout à l'heure en image, qui a un effet au niveau osseux, vous n'avez pas le droit de le dire. Et donc, les quelques allégations qui ont été autorisées par l'Europe sur en fait, des dossiers scientifiques importants nécessitent une autorisation préalable. Donc, ça passe au niveau européen par l'EFSA, l'Agence de sécurité sanitaire des aliments. Eux, en très bons scientifiques, ils avaient autorisé l'allégation. Une des premières allégations qui a été autorisée en Europe, c'est l'eau contribue à l'hydratation du corps. Moi, je trouve ça génial. Deuxième allégation qui avait été autorisée, c'était le xylitol dans certains chewing-gums contribue à la santé bucco-dentaire. Bon, on voyait qui était derrière ce genre de dossier, hein, ceux qui ont des grosses valises généralement de billets. Alors, toutes les vitamines et les minéraux n'ont pas eu toutes des allégations, mais beaucoup d'entre elles, parce que sans vitamines et sans minéraux, on ne serait pas là à l'heure actuelle. Par contre, tous les extraits de plantes ont été soit refusés, soit mis en attente et renvoyés aux calendes grecques pour les allégations de santé. Et là, ce qu'il se dit au niveau réglementaire, c'est que la situation devrait évoluer. Ça fait au moins presque 10 ans hein, que la situation est bloquée. Et c'est plutôt négatif parce qu'on risque d'avoir des autorisations interdites sur certains extraits de plantes, même si, depuis des millénaires, certains ont mis en évidence des bénéfices intéressants pour la santé de ces plantes. Alors, un petit exercice, vu que je vous ai donné quelques bases. Vous allez applaudir si vous pensez que le complément alimentaire présenté, ou le bout de texte, ou des pictos, parce que ça reste aussi soumis à des allégations de santé, s'il respecte la réglementation. Alors, on va commencer en haut à gauche par donc un packaging. Le nom, c'est Vitalgic. Expert articulation, soulage les gènes articulaires, l'ortie, aide au bon fonctionnement de l'articulation, vitamine C, maintient l'ossature normale, le zinc. À votre avis, donc, applaudissent ceux qui pensent que ce complément est conforme à la réglementation sur les allégations de santé. Allez-y. Bon, c'est timide hein, quand même. Alors oui, vous avez raison. Effectivement, ce n'est pas conforme pour la simple et bonne raison que, rien que dans le nom du produit, Vitalgic, une algie, c'est une douleur à la base. Donc en fait, rien que dans le titre, on suggère que de façon, on va dire, naturelle par la phytothérapie, on va agir sur les algies. Donc là, on suggère au consommateur que le produit a une vertu antidouleur, chasse gardée du médicament. Ça, c'est un extrait d'une newsletter, comme on peut en voir malheureusement énormément. Donc ça, c'était le titre, hein, 6 astuces alimentaires qui aident votre corps à s'auto-réparer, l'acide aminé qui cicatrise même les grands brûlés. Bon là, je pense qu'il n'y a pas débat, hein, personne ne va applaudir. Effectivement, bah, là, on est typiquement dans l'allégation thérapeutique, donc là, interdit également. Ça ne doit pas se référer à une pathologie, un problème de santé. Troisième produit, donc des gummies, nouvelle mode. Le nom du laboratoire, c'était Les Miraculeux, ils ont changé depuis. Immunité, renforcement des défenses immunitaires. À votre avis, applaudissez si vous pensez que c'est conforme à la réglementation. Je vois qu'il y a certains qui se démangent de... Alors ça pourrait, hein, parce que ça c'est... Les Miraculeux, c'est le nom de la marque du laboratoire. Là, il y a une subtilité, c'est renforcement des défenses immunitaires. Un produit qui renforce les défenses immunitaires, il a un effet thérapeutique. Si je contribue au bon fonctionnement du système immunitaire, je suis dans le complément alimentaire. C'est subtil hein, comme différence, mais à l'époque, alors pendant le Covid, ça a été la chasse
les autorités ont chassé tous les laboratoires qui portaient ce type d'allégations, stimulent les défenses immunitaires, renforcent les défenses immunitaires, parce qu'ils jugeaient que les laboratoires surfaient sur la vague du Covid et donc suggéraient que leurs produits pourraient avoir un effet dans cette crise. Là, vous avez des pictos, alors clean label, sans caséine, sans OGM, sans bisphénol, donc BPA, sans dioxyde de titane, sans gluten, garantie non irradiée, sans nanoparticules. À votre avis, est-ce que c'est conforme? On en trouve beaucoup hein, sur... si vous regardez, je pense, sur au moins 5 ou 6 sites sur 10, on met des pictos pour réassurer le consommateur. Ben là, on est aussi dans l'illégalité. Oui, pour la simple et bonne raison que le gluten, les OGM, la présence d'OGM, la présence de nanoparticules, la ionisation, donc l'irradiation pour, on va dire, nettoyer d'une charge bactérienne des compléments alimentaires ou des aliments, et ben ça c'est soumis à une réglementation bien spécifique. Donc si vous avez, le gluten c'est un allergène, si vous l'avez, vous êtes obligé de le déclarer sur l'étiquette de votre produit, sinon vous ne le mettez pas. Donc si vous n'avez pas d'allergène, c'est pas la peine de surajouter en utilisant ce picto. Ça, on a eu le cas, moi j'ai eu le cas avec les autorités belges qui nous ont fait une remarque un jour. Le dioxyde de titane, il est interdit en Europe depuis quelques années, donc mettre sans un produit interdit, ça n'a aucun sens, hormis réassurer, et donc les autorités n'en veulent pas. Et sans caséine ou sans lactose, maintenant, en fait, ils font la chasse, les autorités chassent les laboratoires qui mettent ça en avant, parce que soit vous en avez et vous le mettez, soit vous n'en avez pas, vous n'avez pas le droit de communiquer sur la non-présence. On voit des fois des choses aberrantes, hein. C'est comme certains qui vous disent, voilà, un morceau de viande ou un plat, et ils vous indiquent sans lactose dans la viande. On se doute bien qu'il n'y a pas de lactose naturellement dans la viande. Mais ça paraît plus joli de rajouter des pictos à tire-larigot pour réassurer, malheureusement de façon induire un peu en erreur le consommateur. Et nanoparticules et irradiation, ça c'est obligatoire aussi en termes d'affichage si vous en avez. Et malheureusement, j'en parlais hier, on ne le dit pas forcément assez, beaucoup de formulations liposomales font 150 nanomètres en taille de particules. C'est pour ça que c'est efficace, hein. Plus c'est petit, plus ça passe au niveau de la muqueuse intestinale, et normalement, il devrait... Alors, il joue sur les mots, hein, parce que la réglementation dit environ à 100 nanomètres, ce sont des nanoparticules, il faut les mentionner, et donc ils se mettent juste en dessous, donc 150 nanomètres, mais ça reste des nanoparticules, dans le sens physique et chimique du terme. Et enfin, donc, vous avez un dernier produit. Donc, et là, vous voyez bien, hein, c'est marqué énergie, vitalité, avec un petit renvoi 1 et 2. 1, la vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal. 2, elle contribue à réduire la fatigue et maintenir le fonctionnement normal du système immunitaire. À votre avis? Bon, c'est pas parce que c'est nous, hein. Il y a d'autres produits aussi. Mais voilà la véritable allégation portée par le zinc ou la vitamine C, par exemple. C'est maintenir le fonctionnement normal du système immunitaire. En gros, bon, si vous dites ça, vous dites oui, c'est pas terrible, hein, mais on respecte scrupuleusement le règlement de l'allégation de santé et on n'a pas le droit de modifier les allégations telles qu'elles ont été écrites dans le règlement européen. Par un mot ou un autre, il n'y a pas beaucoup de tolérance. Donc vous voyez, hein, pop, 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 et il ne reste que celui-ci. Alors, déjà, rien que sur l'étiquette, on l'a vu, hein, on peut avoir des renseignements intéressants et ça peut nous aider à déterminer si on est déjà affaire à quelque chose d'un peu correct en termes de composition et d'allégation, ou si on est déjà sur des gens qui sont un peu borderline. Alors, là, je vous ai représenté une étiquette de complément alimentaire. On commence toujours, obligatoire, le trication, donc là, c'est le nom du produit commercial. La composition par ordre pondéral, c'est comme l'alimentation normale. Le premier ingrédient sera celui qui représentera la majorité de la formule. Alors là, ici, il y a une subtilité, c'est que la gélule, généralement, une gélule classique, on va dire, de type 0 pour ceux qui connaissent, on est sur des contenances maxi de 400 à 500 mg de formule poudre à l'intérieur. Une gélule de cette taille-là, elle fait aux environs de 100 mg.
Donc vous avez vu 100 mg sur un total de donc 100 plus 400, 500 mg. Ça représente généralement 25% ou 20 ou 25% de la formule. C'est pour ça qu'on a souvent les gélules qui sont en début de composition parce qu'elles sont même vides. Elles représentent un point important dans la formule. Donc là, c'est rassurant. Premier ingrédient, l'extrait aqueux sec de prêle des champs. Avec le nom latin, ça c'est obligatoire pour bien faire la différence entre différentes plantes, par exemple. Et donc vous avez typiquement toute une litanie d'ingrédients qui rentrent en ligne de compte. Et là, vous pouvez voir que les actifs représentent la majorité de la formulation, ce qui est plutôt bon signe. Des fois, dans certaines formulations, vous avez maltodextrine en premier ou des agents de charge en premier. Déjà, ça peut, on va dire, mettre la puce à l'oreille sur l'importance des ingrédients actifs dans cette formule. Ensuite, vous avez donc la dose journalière, la dose journalière et la durée de prise. On ne vous dit pas sur une pizza, vous prenez une demi-pizza 2 fois par jour. Pourtant, on est sous la même réglementation. Et le complément alimentaire, en fait, doit mentionner le nombre de gélules, de comprimés ou de poudre que vous prenez par jour, et le moyen et la durée généralement de prise et le temps de prise, pour pouvoir orienter. Donc là, on est vraiment sur une présentation un peu de type médicament. Mais c'est l'obligation que l'on a de par les textes réglementaires. Vous voyez, là, la frontière, même des fois, au niveau de la réglementation, elle est plutôt faible entre le médicament et le complément alimentaire. Donc vous avez les quantités, 120 gélules, et le poids. Alors ça, c'est juste, en fait, pour les fraudes. Quand en cas de contrôle, ils divisent le poids, la quantité nette, par le nombre de gélules, et on doit retomber sur la quantité d'ingrédients qui a été mise dans les gélules avec le poids de la gélule. Et sinon, c'est une fraude, et du coup, vous risquez d'avoir des problèmes. C'est le grand dada de certains contrôleurs, inspecteurs des autorités. Et donc, dans le complément alimentaire, vous avez une analyse nutritionnelle qui doit toujours porter sur la quantité maximale par jour qui est indiquée. Là, on a mis 2 à 4 par jour. Et en fait, vous devez exprimer l'analyse nutritionnelle pour 4 gélules. Et donc là, vous listez la vitamine D3 à hauteur de temps, qui représente donc 100% des apports journaliers recommandés. Un extrait aqueux de prêle, ben là, il n'y a pas d'apport journalier recommandé parce que c'est un extrait végétal, mais on mentionne la quantité. Ça, vous l'avez dans même les aliments classiques, mais sous une autre forme. C'est souvent les glucides, les lipides et autres. Vous avez le metteur sur le marché. En cas de problème, il faut que les autorités puissent contacter rapidement la personne qui a mis au point et commercialise le produit. On a eu, nous, régulièrement, quelques demandes du centre anti-poison, par exemple. Il y avait un bébé qui avait échappé à la surveillance, enfin, un jeune enfant qui avait échappé à la surveillance de sa mère, qui s'était enfilé la moitié d'un flacon de vitamine D. Et là, vous avez tout de suite le centre anti-poison, combien c'est dosé, est-ce que vous avez tout le dossier réglementaire du produit, est-ce que vous avez toutes les fiches techniques pour qu'on puisse juger si c'est grave ou pas grave. Et vous avez 6 heures pour le fournir. Donc je reviens à la diapo du début. Si vous êtes en full service ou achat sur étagère, les 6 heures, vous les passez avec votre façonnier à essayer de récupérer votre dossier réglementaire. Si vous contrôlez tout de A à Z, vous le fournissez dans le quart d'heure. Bon là, fort heureusement, nous on a une dose très faible de vitamine D, ça ne portait pas conséquence. Mais bon, attention aussi, ne pas laisser sans surveillance des jeunes enfants auprès de certains produits qui ressemblent des fois à des bonbons. Même des fois pour les gummies, ce sont des confiseries et des bonbons. Donc voilà, attention à tout ça. Et les allégations de santé qui reviennent, vous voyez, à partir du moment où on met ostéo-articulaire et dentaire, il faut pouvoir justifier. Et donc là, on le justifie par l'ingrédient qui porte une allégation autorisée. Et chose qu'on ne met pas sur les aliments, mais souvenez-vous, nous sommes tous des majeurs sous tutelle, au cas où ça ne nous viendrait pas à l'esprit. Complément alimentaire, pour bien montrer que ce n'est pas un aliment ni un médicament. Et là, vous avez à consommer de préférence avant fin et le lot. C'est pour, bien sûr, des questions de traçabilité pour le numéro de lot et aussi des questions, on va dire, de sécurité de prise pour donc la date de durabilité minimale. Là, j'insiste bien, on est souvent interrogé. La différence entre une date limite de consommation et une DDM, une date de durabilité minimale, les DLC, c'est souvent pour le frais. Il ne faut pas consommer après la DLC. La DDM, ça veut dire qu'à la date
qui est inscrite donc, de la DDM, vous avez autant de nutriments actifs qu'au début de la fabrication du produit. C'est-à-dire que vous pouvez consommer sans problème le complément, il n'y a pas de risque sanitaire, surtout qu'on est sur des formes sèches. Les bactéries ne poussent pas sur des formes sèches, parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Et typiquement, ça évite aussi un gaspillage phénoménal. En Europe, ce sont des millions de tonnes d'aliments qui sont jetés alors qu'ils pourraient être consommés sans aucun danger. Il faut le savoir. Alors, les critères de choix d'un bon complément alimentaire, on y arrive gentiment. Ça, j'en ai listé quelques-uns. Je pense que vous partagerez une partie d'entre eux. Toujours dans le respect de la réglementation, parce que c'est assez castrateur, donc on commence toujours par cet écueil-là. Une fois qu'on l'a levé, eh ben, il faut trouver une qualité de matière première naturelle qui est optimale. Pour cela, rien ne vaut le sourcing auprès de petits producteurs, par exemple, quand ce sont des matières végétales ou des matières premières de qualité au niveau marin, sur lesquelles vous allez faire aussi beaucoup d'analytiques pour garantir que ce que vous allez mettre en œuvre ne pose pas de problème pour la santé. Des procédés spécifiques également. Il faut pouvoir respecter la naturalité de cette matière première de haute qualité. Il faut pouvoir avoir des ingrédients qui se ressemblent d'un lot de production à l'autre, parce que sinon vous n'aurez pas forcément la même efficacité. Et surtout, on n'en parle pas assez, certaines personnes se gavent de concentrations très importantes d'un nutriment, alors qu'en fait, ce qui compte, c'est l'assimilation de ce nutriment. Ça ne sert à rien de prendre 5 grammes de vitamine C, déjà parce que des fois, on arrive à saturer les systèmes d'assimilation, alors qu'avec une dose bien étudiée d'une certaine formule, vous allez avoir autant d'effets avec peut-être 3 ou 5 fois moins de vitamines. Ce n'est pas d'ailleurs parce qu'un vin titre à 40 degrés d'alcool qu'il est forcément très bon. Il faut un dosage qui est respectueux de la physiologie de l'organisme, parce que certains nutriments à haute dose ne sont pas forcément très bons. Le fer à très haute dose, il devient pro-oxydant, donc vous allez faire plus de mal que de bien. Moi, j'ai toujours un adage qui marche très bien, c'est ni trop, ni trop peu. Il faut être dans le juste milieu. L'assimilation est très importante, ce qu'on appelle la biodisponibilité, et quelque chose qui n'est pas assez mis en avant, à mon goût, dans les laboratoires de complémentaires, c'est l'efficacité démontrée sur le complément qu'ils vous proposent. Beaucoup vous disent, oui, il y a des études, mais sur un ingrédient, mais ce n'est pas parce que vous prenez un ingrédient A, B et C avec chacun des études sur chacun des ingrédients que votre produit final va avoir tous les bénéfices mis en avant par ces ingrédients. Des fois, et souvent c'est le cas, on est loin de la synergie, on est plutôt dans l'antagonisme de certains nutriments ou vitamines, et du coup vous allez avoir l'effet inverse. Et donc ça, la seule façon d'avoir le cœur net, c'est de faire des études cliniques qui sont très coûteuses. Une étude clinique, c'est à minima 200 000 €. Certains préfèrent le mettre dans le budget marketing, ça les regarde, mais typiquement, l'étude clinique est la seule possibilité de démontrer que votre produit est efficace ou pas. Et ça, c'est toujours le risque. Vous lancez une étude, vous ne savez pas le résultat à l'avance. Certains labos pharmaceutiques, eux, le font sans problème, mais c'est autre chose. Alors, là, on va rentrer un peu dans la précision sur chaque critère de choix que je vous ai indiqué tout à l'heure. Alors, quand on parle de qualité des matières premières, je vous prends un exemple qu'on connaît très bien, c'est la prêle, Equisetum arvense, la prêle des champs, parce qu'il existe plusieurs espèces de prêles. Il y a la palustre, donc la prêle des marais, vous avez la grande prêle, la prêle japonaise qui sert plutôt, vous savez, les grandes tiges qu'on trouve dans les jardineries, ça c'est de la prêle également, mais plus décorative, il n'y a aucun intérêt à la consommer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces prêles-là, l'Equisetum palustré, la prêle des marais, est interdite en Europe parce qu'elle contient des alcaloïdes toxiques. Donc c'est plutôt dangereux. La joyeuseté des prêles, c'est qu'elles s'hybrident très facilement les unes avec les autres. Donc vous pouvez avoir des hybrides prêle des marais et prêle des champs. Et donc il faut, quand on travaille la prêle, il faut s'assurer qu'on est bien sur de la prêle des champs et non pas de l'Equisetum palustré. Alors comment on le fait? On fait différentes méthodologies. Là, je vous présente une qui est relativement poussée, c'est l'HPLC, donc une chromatographie en phase liquide.
ce qui se passe, donc on fait une analyse, on utilise donc un référent botanique, dont on sait pertinemment que c'est bien de la prêle des champs, donc c'est le spectre vert, et on utilise dans la même analyse un échantillon, donc là c'était un batch de matières premières que nous utilisons dans l'un de nos produits phares, le tricassione. Et donc là, ce qu'on constate, en fait, c'est que typiquement, on retrouve bien les pics, en fait, ça c'est chaque pic correspond à un marqueur spécifique de la prêle. Et donc là, on retrouve bien les marqueurs du référent botanique, donc nous avons affaire à une prêle des champs. Un autre lot analysé, eh ben, ce n'est pas du tout le même topo, parce que quand vous regardez l'analyse, ici, vous n'avez plus les pics typiques de la prêle des champs, vous avez affaire à une prêle des marais. Et pourtant, le récoltant qui vous envoie ça, il est persuadé que c'est de la prêle des champs. Parce qu'en plus, visuellement, c'est très similaire comme plante, et donc du coup, une erreur est vite arrivée. Sauf que si vous faites une extraction de cette prêle-là, eh ben, vous allez concentrer les alcaloïdes et donc entraîner potentiellement des problèmes aux gens qui vont consommer ce produit-là. Donc il faut être très vigilant, et ça, si vous ne sourcez pas vous-même votre matière première, vous n'avez absolument aucune idée que ça peut arriver dans votre produit. Donc il faut une politique qualité rigoureuse, mais je ne vous cache pas qu'elle est coûteuse. Donc avec une politique de ce type-là, vous n'avez pas de risque d'adultération, et ça arrive avec énormément de plantes. Il y a certains petits malins, ils arrivent à vous faire des extraits en analytique, par exemple des extraits de framboises ou des extraits de certaines plantes, et en fait, il n'y a aucun milligrammes de cette plante-là dans ces extraits. Il y a des fraudes, il y a des adultérations qui sont assez hallucinantes. Il y a même des gens qui arrivent à faire dans de l'huile végétale, à vous enrichir ça avec des protéines de cochon. Et c'était à l'époque, rappelez-vous, la mélamine dans le lait, c'était pour en fait augmenter à l'analytique le taux soi-disant de protéines pour pouvoir le vendre plus cher, parce que c'est comme ça que ça se passe. Le lait, le prix est déterminé selon la quantité de protéines et puis la très faible présence ou l'absence d'anticorps dirigés contre certaines bactéries. Et donc plus le lait est de haute qualité, moins il y a de contaminants, donc il y a moins d'anticorps et il y a des taux de protéines assez élevés. Et donc certains se disaient, je vais le vendre plus cher en faisant croire qu'il y a plus de protéines. C'est de la fraude. Les procédés d'extraction, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Voilà ma matière première, du raisin. Dans un cas, je peux obtenir ce raisin, enfin ce vin. Vous retrouvez généralement tout en bas des rayons qui sont en plus généralement des vins qui sont vendus moins cher que de l'eau en bouteille. Et dans l'autre cas, pour les amateurs, une bonne bouteille de Romanée Conti, un bon Bourgogne, je pars de la même matière première, mais le résultat n'est pas du tout le même. Et alors là, si vous consommez la bouteille du haut, vous avez intérêt à avoir un gosier en inox parce que souvent ça décape. Et vous voyez, ça, dit comme ça, on comprend tout de suite. Et dans le complément alimentaire, on a les mêmes contraintes. Le but, alors il faut bien sûr ne pas dénaturer la matière première en utilisant des procédés trop agressifs. Il ne faut pas concentrer les contaminants, parce que c'est bien de concentrer les éléments actifs, mais si on concentre les contaminants, ce n'est pas terrible non plus. Et il faut être conscient de l'impact sur le prix. Je discutais encore dernièrement avec un ami industriel qui fait de l'extraction végétale. Il me parlait en fait de certains extraits, alors ce n'est pas du raisin, mais c'était d'autres produits à base notamment de ginseng de très haute qualité. Certains vous vendent un extrait, par exemple, ce qu'on dit 4-1, donc 4 kg de ginseng pour faire 1 kg d'un extrait. Ils vous le vendent moins cher que le prix des 4 kg de ginseng qui rentrent dans la composition. Donc là, quand vous dites ça, c'est pas possible. Mathématiquement, personne ne travaille à perte. Et pourtant, c'est ce qu'on a régulièrement. Donc, conclusion, il n'y a pas 4 kg de ginseng dans l'extrait que proposent généralement certains margoulins qui vendent certains extraits végétaux. L'importance des procédés d'extraction, j'en ai parlé avec une personne hier, les oméga 3. Alors les oméga 3 classiques, les huiles de poisson, ce qu'il faut savoir, c'est que les procédés de purification et de concentration des oméga 3, ça relève de la pétrochimie. Nous, on connaît très bien le sujet parce qu'on a travaillé pendant des années avec, en gros, l'équivalent du prix Nobel de lipides en France. Et on pousse même les bidons d'huile qui viennent généralement de Chine, d'huile
enrichi en oméga 3 d'huile de poisson, c'est conditionné en barils de pétrole, 180 kg. Il faut le savoir. C'est quasiment le même principe. On fait du pressage, on fait de l'estérification des fois, on fait du principe de distillation moléculaire pour enrichir en oméga 3 les huiles, les désodoriser également, parce qu'une huile de poisson, ça a quand même un fumet particulier. Et on stocke ça en barils, comme les barils de pétrole. Le souci, c'est que typiquement, vous ne savez pas trop, généralement, l'origine des poissons. Vous ne savez pas non plus les espèces qui rentrent dedans, parce que souvent, c'est des déchets de filetage, par exemple. Il y a, contrairement aux poissons d'origine, eh ben, vous n'avez que la partie lipidique. Vous n'avez plus la partie protéique du poisson. Pourtant, il y a des activités intéressantes dedans. Et comme les oméga 3 sont des molécules très fragiles, elles sont très sensibles à l'oxydation. Donc par ces procédés-là, il faut faire attention parce qu'on peut dénaturer la matière première, même si elle est de très haute qualité au départ. Et sinon, il existe, par exemple, voilà, des extraits du saumon. On prend la tête de saumon et on fait une hydrolyse douce, comme si on la digérait normalement avec des enzymes alimentaires, à basse température pour préserver justement les fameux oméga 3, et on obtient naturellement un complexe de phospholipides. Donc ça, ce sont des travaux brevetés qui ont été réalisés au sein du laboratoire. Et dans ce produit-là, donc vous avez des oméga 3 en concentration, alors peut-être moins importante que dans les huiles de poisson concentrées, mais c'est les ratios naturels que vous trouvez dans le saumon. Et l'avantage, c'est que ces phospholipides vont protéger de l'oxydation les oméga 3, vont les rendre plus assimilables, et vous avez aussi à côté des neuropeptides qui vont avoir des effets intéressants au niveau cognitif. Et typiquement, quand on regarde les résultats d'études sur les bénéfices à manger du poisson, eh ben, on les compare avec, par exemple, les huiles enrichies en oméga 3, vous ne retrouvez pas les mêmes bénéfices à consommer les oméga 3 que dans les études où on consomme le poisson en entier parce que, justement, on n'a pas cette fraction de protéines qui sont issues soit du filet, soit de la tête de saumon. Les anciens avaient tout compris. Ils mangeaient le saumon ou le poisson gras le midi, et puis le soir, eh ben, l'arête et donc la tête, ils étaient dans la soupe de poisson, rappelez-vous. Le poulet, c'était pareil. Le poulet, on mangeait le poulet le midi. Moi, chez ma grand-mère, c'était le bouillon de poule le soir. Et en fait, il y a des nutriments qui sont très intéressants, notamment pour la poule, c'est plutôt le collagène. Le collagène qui est dans le sternum de poulet, eh ben, il diffuse en fait dans le bouillon de poule. Et donc, du coup, à l'époque, ils en mangeaient sans le savoir. Il ne faut pas perdre le bon sens, on va dire, ancien. Donc, vous voyez des différences de process qui risquent de modifier aussi la façon dont vous allez assimiler les nutriments, et puis surtout, ça va de ce process peut découler aussi l'efficacité du produit. Un autre exemple, on parle toujours de l'Aprel parce qu'on connaît bien le sujet, un produit de pharmacie qui revendique de l'Aprel, 750 mg de partie aérienne, 150 gélules, 50 jours. Vous avez un autre produit, donc un extrait de prel, 120 gélules, 30 jours. Quand vous regardez en détail la composition de ces produits, alors déjà, c'est 3 gélules par jour, ce produit-là. Eux, ils sont malins, ils mettent 750 mg de partie aérienne. Donc on croit que c'est par gélule. En fait, non, vous n'avez que 250 mg de gélules, de poudre de prêle par gélule. Et c'est de la poudre de prêle, c'est-à-dire qu'on prend juste la plante, on va la broyer finement et on va la mettre en gélule. Donc on a très peu de flavonoïdes qui sont des marqueurs intéressants de la prêle. C'est 0,3% parce que ce n'est pas un extrait concentré de prêle, c'est de la prêle, juste réduite en poudre. Et il n'y a pas de teneur garantie en silice. La silice qui est un élément très important qui passe même des fois avant le calcium pour la bonne tenue des tissus conjonctifs et la bonne qualité de l'os. Alors que si vous regardez donc le tricassione, vous avez 400 mg d'extrait de prêle et quand vous faites le ratio, ce que ça représente en termes de plantes, on utilise, nous, 2,4 g de prêle pour obtenir 400 mg. On concentre d'un facteur, il faut environ 7 kg de prêle pour faire 1 kg d'extrait de tricassione. Et donc forcément, vu qu'on concentre, on va concentrer les nutriments. Il y a 2% de flavonoïdes au lieu de 0,3%, 2% de silice et 10% de potassium. Donc autant ce produit-là pouvait être intéressant de prime abord, quand on regarde bien dans le détail, eh ben, on se rend compte que ce produit-là est plus intéressant parce qu'il est plus concentré en nutriments que le premier produit. On parlait tout à l'heure de l'importance de l'assimilation. Oui. La différence entre la poudre et l'extrait. Et ben enfin, la poudre de prêle, en fait, elle va être très peu riche en silice, parce qu'on ne concentre pas assez. Il y a très peu de flavonoïdes également, et donc en fait, vous allez avoir très peu de bénéfices. On va le voir tout à l'heure avec le curcuma, c'est la même problématique.
Vous n'avez pas assez, en fait, dans la plante non extraite, vous n'avez pas forcément assez de nutriments. Et donc c'est pour ça que souvent, il faut essayer de concentrer sans dénaturer et tout en gardant une assimilation optimale. Ça, c'est très important. L'assimilation, justement, on rentre dans le vif du sujet, un beau schéma d'intestin. Le magnésium, j'ai été interrogé hier. Hein. Le magnésium, alors classiquement, donc sous les formes d'oxyde de magnésium, de chlorure de magnésium, de sulfate de magnésium, donc les sels de magnésium, classique, on va avoir une absorption en fin d'intestin. Et cette assimilation, elle est relativement faible. Comme beaucoup de minéraux, on n'en assimile que 10% de la dose qu'on ingère. Certaines formes un peu plus évoluées, notamment ce qu'on appelle les chélates de magnésium, comme le bisglycinate de magnésium, donc c'est une molécule de magnésium avec 2 molécules de glycine, l'assimilation va se faire en début d'intestin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le magnésium, donc là on est à l'ordre de 30 à 45%, donc 3 fois plus d'assimilation sous cette forme-là que sur les formes classiques. Et le magnésium, c'est une éponge à eau. Les grimpeurs, ceux qui escaladent les parois, ils ont les mains blanches. Ceux qui font de l'haltérophilie, en fait, ils mettent de la magnésie pour éviter que la sueur vienne perturber leur performance. Et donc le magnésium, c'est une superbe éponge à eau. Et quand vous avez 90% de votre dose de magnésium ingérée qui reste en fin d'intestin, là où sont récupérés et assimilés les électrolytes comme l'eau, parce que jusqu'à la fin d'intestin, vos selles sont plutôt liquides. Et en fait, en fin d'intestin, l'eau, elle va passer et être assimilée par le corps, et du coup, les selles vont être beaucoup plus solides. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Le magnésium, il fait de la rétention d'eau au niveau des selles, et du coup, vous avez un effet laxatif de certaines formes de magnésium. D'ailleurs, la première forme de magnésium qui a été lancée en pharmacie, c'était pour un effet laxatif, une AMM de médicaments laxatifs, c'était le chlorure de magnésium. Là, dans le bisglycinate de magnésium, vous avez une dose beaucoup moins importante qui reste, qui n'est pas assimilée, et vu qu'elle est un peu chélatée, cette forme-là, elle n'a pas cet effet d'éponge, et donc du coup, vous n'avez pas d'effet négatif de cette prise de bisglycinate de magnésium sur la fluidification des selles, par exemple. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont des bénéfices avec du bisglycinate de magnésium qu'ils n'ont pas avec des formes classiques. Donc là, vous voyez, hein, une assimilation 3 fois plus importante, et ce qui veut dire que juste avec 3 fois moins de magnésium, j'ai autant d'effets que les forts dosages, mais sans les inconvénients. La dose n'est pas une fin en soi, c'est l'assimilation qui compte. Et la petite anecdote, hein, j'ai eu une personne qui m'a appelé, qui m'a dit « Oui, je suis désolé, monsieur Denis, il faut que je vous avoue, j'étais en pharmacie, j'ai vu un bisglycinate de magnésium qui était moins cher que celui du laboratoire Le Stube. » Certes, vous avez parfaitement le droit de prendre ailleurs. Elle a dit « Par contre, je ne comprends pas, je ne l'ai pas du tout bien toléré, contrairement au vôtre. » Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a bisglycinate et bisglycinate. Ouais, c'est ça le problème en fait. Le bisglycinate de magnésium, ça a été mis au point aux États-Unis il y a plus de 20 ans. Ils ont fait un brevet, ils ont fait des dossiers scientifiques avec des études cliniques, et ils ont demandé l'autorisation de le vendre en Europe et ils l'ont eu. Et au bout de 20 ans, le brevet tombe, et tous les petits copieurs, ils arrivent, ils disent voilà, moi je prends du magnésium, je mets de la glycine, je mélange, et puis j'ai un bisglycinate de magnésium. Je ne fais pas d'études, hein, parce qu'il y a mon concurrent qui l'a fait, donc je reprends ses études et puis je dis que c'est la même chose. C'est ce qui arrive souvent. Hein. Et pas que le magnésium. Et en fait, le problème, c'est que probablement, le magnésium était encore sous forme non chélatée, et du coup, elle a eu des effets laxatifs comme un oxyde de magnésium classique. Et je dis, méfiez-vous, donc elle est revenue à notre forme de magnésium, mais elle ne comprenait pas cette subtilité-là. Ce n'est pas parce qu'on a aussi sur le packaging une forme écrite que c'est forcément la meilleure. Il faut toujours demander les formes originales, le plus possible. Alors, comment on s'assure l'efficacité d'un produit? Il y a la théorie, hein, vous allez vite la comprendre. Je prends 4 roues, un moteur, une belle carrosserie. Je suis censé obtenir une voiture de sport. Dans la pratique, on peut avoir soit une Lada, soit une Ferrari. Bon, moi, je préfère celle de droite, hein, bien évidemment. C'est plus sympathique. Et là, c'est le même principe. Hein. Dans les compléments alimentaires, oui, j'ai pris un ingrédient A, un ingrédient B, je dois avoir un super ingrédient, un super produit fini. Ce n'est pas vraiment ça dans la pratique. Donc, il faut s'assurer que le complément alimentaire il est efficace. Et ça passe par des études. Là, on parlait justement tout à l'heure d'une efficacité intéressante d'un complément alimentaire. Une personne
qui a pris malheureusement pour elle des biphosphonates, traitement de référence médicamenteux de l'ostéoporose. Et comme c'est marqué dans la notice de ce médicament-là, on a un risque d'ostéonécrose de la mâchoire. Là, à ce stade-là, elle devait avoir des soins sur les dents. Le dentiste, il n'ose plus la toucher. Il dit, moi, si je continue à faire des soins, vous risquez d'avoir la nécrose qui s'étend et du coup, vous allez perdre vos dents. Donc, je ne touche plus. Vous allez à Lourdes, vous faites quelque chose. Il faut pouvoir avoir un effet donc, sur cette mâchoire, cette os alvéolaire. Donc, elle vient nous voir et donc on est en février 2019. Elle prend donc pendant 6 mois 4 gélules par jour de l'extrait de prêle riche en silice. Et donc là, on refait une panoramique donc, 1 an après. Donc elle a pris que 6 mois de prise. Et ben, elle a un os tout neuf. Hein. L'os alvéolaire, il a repoussé. Et du coup, ben, le dentiste a pu procéder à ses soins. Ça, c'est des choses voilà, qu'on peut avoir avec un complément alimentaire, mais qu'on ne peut pas dire, malheureusement. Enfin, je vous le dis en face parce que nous sommes entre nous, mais on ne peut pas l'écrire parce qu'on serait sous le coup d'allégations thérapeutiques et des allégations de santé. Mais c'est concrètement ce qu'on peut avoir au quotidien avec ce type d'extrait. Alors, je vais finir par quelques idées reçues. On parlait hier aussi de la curcumine et puis tout à l'heure de l'intérêt d'avoir en fait des extraits concentrés. Le curcuma, les meilleurs curcumas indiens, c'est aux environs de 7% de curcuminoïdes dans le rhizome. Les curcumas indiens, ils restent en Inde, rassurez-vous, on n'a pas le droit. C'est la qualité optimale pour eux. Et le problématique de la curcumine et des curcuminés en général, parce que ce sont plusieurs molécules, c'est que typiquement, donc quand vous prenez une dose de 100% de curcuminoïdes, vous allez avoir une élimination très importante, c'est de l'ordre de 95% de la dose dans les selles, ce n'est pas du tout assimilé. Et si on zoome pour savoir ce qui se passe, c'est au niveau de cette paroi de la muqueuse intestinale, vous avez un mécanisme de défense, parce qu'on est bien fait quand même, on a une superbe machine, qui s'appelle les pompes des flux. Donc il y a beaucoup de curcumine qui passe, mais cette pompe des flux, hein, les petits shadows qui pompent, elle va rejeter certaines molécules étrangères pour éviter justement des contaminations, des interférences au niveau du métabolisme. Elle rejette ces molécules dans la lumière intestinale. C'est un des mécanismes, donc c'est une glycoprotéine, la PGP, son petit nom, cette pompe des flux qui, souvent, sur certains médicaments, va agir de manière particulièrement efficace et qui va rejeter les médicaments dans la lumière intestinale. Et ça explique des fois des absences d'effet de certains médicaments chez certaines personnes qui ont des pompes des flux très performantes. La chimiothérapie également subit ce passage dans la pompe des flux. Et donc, du coup, ça explique que des fois, il y a des personnes qui sont réfractaires à certains traitements de chimio. Et la curcumine, c'est pareil, elle va être donc rejetée. Et les 4-5% de curcumine qui ont réussi à passer dans le sang vont subir l'effet de premier passage hépatique. Et là, 90% de la dose, elle est très rapidement neutralisée par le foie et éliminée. Et dans le foie, ça passe par la famille des cytochromes P450, qui sont des molécules particulièrement efficaces pour neutraliser des toxines, mais également des métabolites, notamment médicamenteux. 50 à 60% des molécules pharmaceutiques sont métabolisées par les cytochromes P450. Et donc, souvent, le médicament, il passe dans les cytochromes P450, il est éliminé. Ça peut être aussi des métaux lourds qui sont par cette voie-là éliminés. Et quand on prend de la pipérine, parce que souvent on voit des formulations pipérine-curcumine, oui, ça marche. La curcumine est mieux assimilée par ce biais-là. Tout simplement parce que la pipérine, elle a deux fonctions. Elle va mettre KO la pompe des flux et elle va mettre KO vos cytochromes P450. Et donc, ce faisant, on a une efficacité sur le passage à curcumine, mais également par tous les contaminants. Ça peut être des métaux lourds que vous avez à votre insu dans votre alimentation, ça peut être des polluants éternels et autres, qui vont plus facilement passer. Ça peut être aussi des médicaments, vous allez mieux assimiler, et donc du coup, certains médicaments, la dose efficace et la dose toxique sont généralement des fois rapprochées. Et ce faisant, si vous prenez la pipérine, vous allez non seulement assimiler plus facilement la curcumine, mais plus facilement vos médicaments, qui vont être moins métabolisés, moins éliminés, et donc du coup, vous risquez de faire un surdosage médicamenteux.
Et donc la prise de piperine, elle peut avoir en fait des effets de bord qui sont potentiellement graves. Donc il faut faire très attention à ça. Et à une époque, on jetait l'opprobre sur les compléments alimentaires à base de curcuma en disant c'est toxique pour le foie. Sauf que quand vous prenez du curcuma ou des curcuminoïdes, vous le prenez généralement pour une bonne raison, c'est que vous avez soit des douleurs, soit une inflammation. Et qu'est-ce que vous prenez à côté quand vous avez des douleurs et de l'inflammation? Généralement, certains se gavent de paracétamol. Paracétamol qui est maintenant, on le sait, toxique pour le foie. Donc si vous prenez de la curcumine et de la piperine et du paracétamol en même temps, vous allez surtout augmenter la toxicité du paracétamol au niveau du foie, et c'est pour ça, probablement, mais ça n'a jamais été investigué par les autorités sanitaires, c'est probablement par ce biais-là qu'on a eu des cas d'hépatotoxicité du curcuma. Ce n'était pas dû au curcuma, c'était probablement lié à la piperine qui l'accompagnait. Et donc tout ce qui est naturel n'est pas forcément sans danger, il faut être vigilant là-dessus. Une autre idée reçue, c'est la vitamine C naturelle, la cérola. Donc là, une page internet qui vend la vitamine C naturelle sous forme d'acérola. Chouette. Maintenant que vous avez compris comment on lit une étiquette, on va se plonger là-dedans. Eh ben, je m'attends, moi, à avoir la vitamine C naturelle en premier lieu. Alors, on voit que typiquement, ben là, c'est bizarre, il y a la vitamine C sous forme synthétique de l'acide ascorbique qui est dans cette formulation-là. Ce qui n'est pas logique. Si on dit que la vitamine C est naturelle, elle vient que du fruit. Alors là, elle est ajoutée, en fait. Et quand on regarde, les baies d'acérola, titrées à 17% en vitamine C, donc en vitamine C naturelle, elles ne sont qu'au 7e rang dans l'ordre pondéral. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un pouillème, juste pour dire que dans le produit, il y a de l'acérola. Et en fait, le plus gros contributeur à la vitamine C, c'est la vitamine C synthétique. En bio, normalement, c'est interdit. Hein. Mais les autorités tolèrent ce genre de choses. Et donc, conclusion, vous êtes en face là d'un produit qui vous induit en erreur. Le coenzyme Q10, certains se posent la question. Nous aussi, on propose du coenzyme Q10. Oui, le coenzyme Q10, il existe sous deux formes. C'est une molécule très importante dans l'énergie, production d'ATP, d'énergie dans les cellules. C'est très intéressant pour tout ce qui est la sphère cardiovasculaire, notamment, et aussi musculaire. Donc une forme inactive qui est l'ubiquinone, et une forme réduite qui est vraiment antioxydante, qui est l'ubiquinol. Et alors, typiquement, l'ubiquinol, c'est une poudre blanche. Nous, on la travaille. Hein. L'ubiquinol, c'est 1 500 € le kilo, à peu près. L'ubiquinone, donc la forme oxydée, chez les Chinois, 100 € le kilo. Donc la tentation est grande de faire passer l'un pour l'autre. Et bien là, un jour, on reçoit des sacs d'ubiquinol, donc forme blanche, et il y avait un défaut de scellage sur un des sacs. Et vous voyez, oxydation, l'ubiquinol, qui est un antioxydant, il s'oxyde en ubiquinone, et il devient orange. Et bien pour certains, ils partent de cette matière oxydée pour en faire un produit. Nous, on a renvoyé le sac, hein, on a dit, bah non, pas possible, on ne va pas vendre de l'ubiquinone à la place de l'ubiquinol. Et comment on s'en rend compte? Typiquement, ubiquinol, l'ubiquinone, certains ils jouent sur ce flou-là pour ne pas trop rentrer dans le détail. Le produit de gauche, il vous met coenzyme Q10, sans détailler la forme, donc vous ne savez pas si c'est l'ubiquinol la bonne forme ou l'ubiquinone la mauvaise forme. Et d'autres vous mettent coenzyme Q10 ou ubiquinone, donc là ils sont un peu plus corrects par rapport à ça, mais ça reste typiquement un produit qui est moins intéressant que l'ubiquinol. Donc un petit moyen mémotechnique, quand il n'y a pas de précision, il y a de l'oxydation, c'est de l'ubiquinone. Donc il faut faire aussi attention à ce niveau-là. On parle souvent d'immunité, et quand on dit immunité, il y a l'échinacée. C'est un genre en fait, de plantes, donc les plaines nord-américaines, qui étaient très utilisées par les hommes médecine des tribus indiennes pour tout ce qui était lutte contre l'inflammation, lutte contre les infections, favoriser la guérison et renforcer l'organisme. Dans ces plantes d'échinacée, il y a 9 espèces différentes, et en fait, la seule qui est décrite dans la littérature nord-américaine tradition médicinale, c'est l'Echinacea angustifolia. Et plus précisément, une décoction, donc un extrait de racines d'échinacée. Ça, c'est vraiment historique, la médecine éclectique, pour ceux qui connaissent, la décrivent très bien. Et quand vous prenez un produit censé, on va dire, stimuler l'immunité à base d'échinacée, quand vous regardez la liste des ingrédients, alors déjà, ordre pondéral, sorbitol, édulcorant, isomal, xylitol,
voyez, on commence déjà par les agents de charge, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Et quand on regarde la composition détaillée de l'analyse nutritionnelle, eh ben, qu'est-ce qu'on voit? Extrait de partie aérienne, c'est-à-dire non pas la racine, mais tout ce qu'il y a au-dessus de la plante. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes parties de plante. Et c'est l'Echinacée purpurea, donc l'Echinacée pourpre, ce n'est pas l'Angustifolia. Et donc ce n'est pas la même efficacité que la traditionnelle Echinacée angustifolia. Et il y a seulement 25% d'actifs dans la formule. Donc plutôt des pastilles qui ramènent plus de sucre que de produits efficaces. Et un dernier exemple, rapidement, pour finir, c'est le magnésium 5 en 1 qu'on voit fleurir de partout. On a parlé du magnésium tout à l'heure. Ils vous disent « ouais, c'est du bisglycinate qu'on vend ». Très bien, ça en plus c'est la forme historique. Sauf que pourquoi rajouter 3 formes de magnésium supplémentaires si le bisglycinate est la meilleure forme? Ça, c'est une chose tout à fait intéressante. Et en plus, ils sont un peu menteurs sur les bords parce qu'ils mettent haute tolérance digestive, alors que c'est seule la forme bisglycinate est tolérée. Les 3 autres qui vont être dans la formule vont probablement risquer de vous fluidifier vos sels. C'est comme si, par exemple, pour trouver l'alcool idéal, je mélangeais du whisky, du porto, de la vodka et du champagne. Je suis content, j'ai mélangé 4 alcools, je ne suis pas sûr que ce soit l'alcool idéal. Ça doit même provoquer, à mon avis, soit une crise de foie, soit vous mettre une gueule de bois pas possible. Donc méfiez-vous de la surenchère et des discours trop beaux, parce que souvent, c'est trop beau pour être vrai. Donc pour aller plus loin, j'ai sorti un bouquin en 2022 sur le sujet, qui est disponible ce week-end à Grandchamp. Je suis disponible pour également les dédicaces. Et puis je terminerai, comme toujours, le message clé, c'est informez-vous et croisez vos sources. Interrogez les laboratoires, il ne faut pas hésiter. Ils sont là pour ça. Normalement, s'ils connaissent leurs produits, ils peuvent vous répondre dans la minute et de façon transparente. Faites surtout preuve d'esprit critique. On en a parlé à table ronde. Méfiez-vous du tout cuit sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Parce que, typiquement, demandez des preuves d'efficacité parce qu'il s'agit de votre santé. On ne vend pas des cravates ou des chaussettes. C'est de la santé dont on parle, donc on doit être très très vigilant et très exigeant également sur la qualité des produits qu'on propose. Merci de votre attention.